Donc maintenant, on va poursuivre avec l'opération sur les données. Avant de faire ça, je vais juste redémarrer le kernel vers un restart. Ça va me permettre d'effacer toutes mes variables qu'il y a ici, parce qu'on ne va pas exécuter les autres valeurs. Enter, parfait. Et je vais simplement m'ajouter ajouter. Je vais faire plus code, plus markdown. Il le fait juste après, petit instant. Je vais cliquer ici. Je vais faire plus markdown. Bon, j'ai ma zone de texte. Donc, on va maintenant appeler ça opération sur les données. Je pense qu'on avait écrit ça. Indexation des séquences. Opération sur les données. Et les séquences, c'est bon. Donc, opération sur les données. Donc, pour le dictionnaire, c'est aussi quand même opération sur les données pour les listes. Donc, on va le faire avec le dictionnaire. On va commencer d'abord par tout ce qui est string. On va faire ça à l'instant. Donc, str ici. Et on va donc aller jouer un petit peu sur. On va modifier quand même ces données-là. Tantôt, les listes, on fait acheter des éléments finalement. Et on a créé une liste aussi avec la fonction range. Là, on va vraiment aller jouer avec nos éléments. Donc, on va faire une cellule de code. On va écrire un petit texte ici. Test. Je vais écrire un texte de base, donc txt. Et ici, on va juste prendre les doubles guillemets. This scratch. Donc, une phrase très simple. Donc, essayer de faire le lien avec ce que je viens d'écrire. Point d'exclamation. Et on va juste faire évaluer la cellule. Donc, j'ai une chaîne de caractères avec 18 caractères. Là, ici, vous voyez, j'ai oublié de mettre mon T majuscule au début de la phrase. Je pourrais faire donc texte, puis faire capitalize. Donc, ça, c'est un autre texte. On peut juste reprendre TXT et on peut avoir des fonctions qui agissent sur mes texte. Puis on peut, vous voyez, Visual Studio Code, il me donne déjà accès à un paquet de fonctions. J'ai même isDigit, je peux savoir si c'est des valeurs numériques, même si c'est alphanumérique, si c'est tout en uppercase, je peux les ajouter, faire les choses. Il y en a beaucoup de fonctions, même des splits. On ne peut pas toutes les voir, là. Ça, si je voulais tout savoir, ça, aller dans la head de Python. Mais juste capitalize. Capitalize, ça va juste me mettre une lettre majuscule au début de la chaîne de caractères. Puis là, comme c'est une fonction, il faut que je mette des parenthèses. Donc, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Je peux exécuter ça. Puis là, on va mettre mon tis, le T majuscule, donc tis, pas le scratch. La référence, c'est à Monty Python, parce que le créateur de Python, justement, aimait bien Monty Python, d'où le nom Python. C'est un nom qui est quand même simple aussi à voir. Là, on pourrait imprimer les deux textes. Là, en fait, j'aurais pu faire un print de texte au départ. Donc, texte comme ça. Un petit espace pour que ce soit plus beau. Même chose ici, un print de texte capitalize. Et on a tout ça ici. Donc, j'ai mes deux textes, donc le premier. Et une fois que j'ai fait capitalize, donc pour mettre une lettre majuscule au début de ma chaîne de caractères. On a plusieurs autres choses qu'on peut faire aussi. On peut, comment dire ça, on peut tout mettre en majuscule. Ça, je peux comme remettre ça dans une variable. Donc, j'aurais pu faire une variable texte upper, mais je peux directement faire print. Là, souvent, on va, comme ici, on réalise qu'en faisant capitalize, ça retourne une chaîne de caractères que je peux renvoyer dans la variable. Je pourrais directement faire ça, pas me créer une nouvelle variable, donc faire texte, txt, puis tout de suite faire point upper. Fait que ça, upper, la fonction va juste tout mettre en lettres majuscules. Et là, donc je n'ai pas créé une nouvelle variable, je n'ai pas modifié mon texte, je n'ai pas une nouvelle variable avec tout en lettres majuscules, mais je l'imprime. Ça me permet aussi des fois, si je ne veux pas qu'on associe une variable, je
suis pas obligé de faire comme j'ai fait depuis le début, tout jour remettre dans une variable. Là. Je peux juste mettre mon upper de même. Je pense qu'on va faire ça pour le reste, ça va être beaucoup plus facile. Sauf si je veux encoder, bien entendu, en UTF-8. Là. On va se faire un autre petit texte, donc TEXT. Donc, ça c'est pour l'encodage. Donc, en octet. Et on va juste faire égal à TXT, donc ma variable, point. Puis je peux remplir encode. Puis on voit que c'est même dans les choix, là, si je vais faire mon point ici. Visual Studio Code, là, il me le met en premier. Je pense pas que c'était le premier que j'avais au départ. Là. Je pense qu'il me le met en premier parce que j'ai déjà essayé de le faire. Là. Mais il serait dans la liste, mais là, pas en premier. Comme ici, je viens d'essayer de le faire, il me le remet en premier. Donc, encode, il faut que j'utilise le type d'encodage. Donc, on va mettre UTF-8. On pourrait mettre ASCII aussi, ça reviendrait mal au même parce qu'on n'a pas de caractères spéciaux. Donc, on va juste mettre ça ici. J'exécute ça. En fait, je pourrais même l'imprimer tout de suite. Ça serait fait ou même pas, je pense que c'est pas nécessaire. On va juste aller le voir dans la liste là, avec le texte encodé. C'est la même chose, sauf que là, si on voit que c'est plus des chaînes de caractères. J'ai un petit B devant, donc c'est des octets. Fait que quand on va faire la communication sérielle, il faut d'abord falloir encoder notre texte. Ensuite, donc, le transmettre avec les fonctions de write finalement pour la communication sérielle, mais ça, on va voir ça plus tard. Donc, ça c'est pour l'encodage. Aussi, je peux comme enlever des caractères donc au début ou à la fin de ma chaîne de caractères. Fait que par exemple, je pourrais faire print ici. Il y a la fonction strip pour enlever justement strip. Donc pour enlever, il faut que je mette j'ouvre la parenthèse puis je les referme finalement. Et ça enlève donc ici ça va enlever des espaces au début et à la fin. Mais là si je fais ça, comme il n'y a pas d'espace au début et à la fin, ben, il n'y aura rien changé. Sauf que je peux lui dire quel type de caractère enlever. Fait que je pourrais lui dire, ben, enlève-moi par exemple à la fin le point d'exclamation. Je vais mettre ça ici. Et un point d'exclamation. Oups, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Point d'exclamation. Là on voit que le print, j'ai pas mon point d'exclamation. Ou je pense que j'aurais pu aussi le strip. Ça marche aussi au début, fait que je peux enlever le T au départ. Et c'est pas le scratch, fait qu'il a enlevé le T ici. J'aurais pu mettre plusieurs points d'exclamation par exemple à la fin. Puis il m'aurait tout enlevé. Donc si je mets point d'exclamation, il va tout m'enlever les points d'exclamation. Donc ils sont tous enlevés. Finalement, j'ai plein de points d'exclamation, mais ils sont tous enlevés. Fait que le strip me permet de faire ça. Donc c'est de regarder au début ou à la fin, puis quel caractère que j'ai mis donc pour enlever ça. Fait que ça c'est quand même pratique pour la fonction strip. On peut aussi donc séparer donc le texte en plusieurs valeurs. Je vais juste enlever tous mes. Juste garder la citation intacte avec un seul point d'exclamation. Donc je vais faire un autre espace. Donc je vais pouvoir donc séparer, donc partitionner mon texte. Fait que, on va appeler ça donc texte before. Ici, texte. Le séparateur. Puis le texte after. FT. Et là on voit ici finalement ce que. Là, je sépare tout par des virgules, parce que ce qui va être retourné ici, c'est un tuple de valeurs, finalement. Si j'avais juste mis une seule valeur, on aurait eu un tuple. Là, on va les séparer dans 3 valeurs. C'est pour ça que j'ai des virgules ici entre chacune des valeurs. Donc, je vais avoir le texte et point partition. Et je vais juste ouvrir ça. Il faut lui dire donc quel texte, comment je vais partitionner ça. Donc ici, par exemple, je pourrais mettre BU. Donc, il va reconnaître, s'il reconnaît BU, ben, il va envoyer BU dans le séparateur. Le texte qui est avant le BU, il va l'envoyer en BEF, before, et ce qui est après, il va mettre dans le texte after. Et là, je peux simplement faire ici, enter, un contrôle, enter, tout ça. Et là, on va aller regarder ça justement. Donc, before, j'ai this ici, j'ai 4, là, fait que j'ai l'espace ici aussi. Là, donc, j'ai this avec un espace ici. Donc, ça, c'est mon texte before. Le séparateur, c'est bien BU, c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai 2 caractères, le B et le U. Et après le U, on part avec le T. Et on se rend jusqu'à la fin, c'est le text after. Donc, text after, T, puis a scratch avec le point d'exclamation. Donc, ça me permet de séparer mon texte avec ce qui est rencontré. On pourrait le tester avec plusieurs autres valeurs. Je pourrais juste mettre
par exemple, un SC pour le Scratch. Et là, on aurait séparé d'une autre façon, finalement, le texte reconnu SC. En fin de compte, after, il y a juste le Scratch. Puis en fin de compte, il y a le texte before this but puis avec l'espace, qui est après qu'on voit pas, mais qui est bien là. Donc, ça me permet donc de jouer sur de séparer donc une chaîne de caractères enseignement avant, après ou pendant. On a exactement, dans l'abus, on a exactement cette fonction-là qui nous permet de partitionner le texte. C'est vraiment pratique. Puis ensuite, on peut convertir des valeurs qui sont reconnues. Fait que si on fait une communication sérielle, puis on a une longue chaîne de caractères avec plusieurs bouts de texte, une valeur de tension quelque part, ça nous permet donc de séparer ça et d'ensuite d'aller faire le reste du travail de conversion. Je vais faire une dernière chose au dossier, la fonction qui nous permet de trouver quelque chose dans le texte. Par exemple, faire txt.find, donc ici, et je peux lui dire, trouve-moi par exemple, est-ce que j'ai bot qui est écrit dans ma chaîne de caractères. Sauf que ça va retourner, si ça le trouve, ça va retourner l'indice de ce qu'on a trouvé finalement. Donc, juste avoir idx pour mon indice. Donc, je vais retourner l'indice. Donc, la valeur idx qui est retournée juste ici. Ici, c'est 4. Donc, ça veut dire que ça l'a trouvé. Si ça ne trouve pas, on met -1. Et 4, ça me dit, c'est quoi l'indice du départ, donc de la chaîne de caractères qui est reconnue. Donc, ici, comme mon texte, c'est this but a scratch. J'ai un T, donc c'est 0, 1, 2, 3 pour l'espace, 4 pour le B. Fait que la chaîne de caractères qu'on a cherché, donc, elle commence à la position 4. C'est bien ça. Si par exemple, je sais pas, j'aurais juste rajouté comme avec un E finalement à la fin, là, il n'y a pas de BUTE. Fait que si j'exécute ça, l'indice devrait être -1 pour me dire qu'on n'a pas trouvé la chaîne de caractères. Fait que ça, c'est drôlement pratique aussi. Tantôt, plus tard, on va l'utiliser quand on va vouloir essayer de trouver automatiquement les parts séries donc, de notre Jetson Nano. On va utiliser ça, ça va être pratique parce que si on ne trouve pas un nom en particulier, on va voir des -1, fait qu'on a -1 finalement. On va considérer que c'est pas le part série qu'on cherche. Puis quand on va avoir une valeur qui n'est pas égale à -1, on va réaliser que c'est la valeur du part série qu'on va avoir cherché. Fait que ça, c'est quand même pratique, le find pour ça. Fait que donc, c'est pas mal tout pour l'opération sur les chaînes de caractères. On va aller regarder un petit peu donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les dictionnaires. Donc, ça va pas être super compliqué, mais ça va quand même être pratique pour faire ça. Donc, on va regarder les opérations sur les dictionnaires. Juste redémarrer mon kernel pour juste effacer les valeurs ici pour qu'on en ait trop. Et on va tout de suite se mettre un markdown. Je vais juste dérouler dans le bon sens. Donc, opération sur les données. Donc, on va regarder avec les dictionnaires cette fois-ci. Et je vais rajouter donc une cellule de code. Donc, on va regarder les dictionnaires. Je vais me créer un dictionnaire tout de suite, finalement, donc avec l'âge, par exemple, de personnes. Donc, l'âge. Oups, on va mettre les accolades n'ont pas fonctionné. Ouais, c'est mes accolades. Âge, donc par exemple, j'ai Bob ici, qui, on va dire qu'il a 22 ans, virgule, j'ai Tom, qui lui, je sais pas, 30 ans. Et j'ai mis des 2 points ici. Petit instant. Je vais me tromper. C'est pour ça que mon curseur atterrisse là. Excusez, donc je mets 2 points ici. Et j'ai Joe ici qui a 40 ans. Et je vais exécuter ça. Ouais, j'ai mis mon dictionnaire avec mes 3 éléments, Bob, Tom et Joe. Donc, ça c'est les éléments du dictionnaire. Si je vais aller chercher un élément du dictionnaire en particulier, par exemple, je ne peux pas aller chercher l'âge de l'élément 0. Un dictionnaire, c'est pas quelque chose qu'on a des indices, donc pour aller chercher les positions. Si je fais âge 0 ici, et j'exécute ça, ça fait donc une erreur finalement. Et je vais juste dérouler ça. Donc ici, c'est un key error. En fait, ça me dit que j'ai pas de clé qui est 0 finalement. En fait, un dictionnaire, là, pour aller chercher les valeurs, il faut rentrer la clé. Je peux vouloir savoir c'est quoi l'âge de Bob. Là, je rentre la clé. Donc, comme ma clé, c'est du texte,
Donc là, je vais faire CTRL-ENTER. Là, par exemple, ça me retourne 22. Fait que c'est vraiment les clés qu'il faut rentrer. Fait que si je veux avoir l'âge de chacune des personnes, il faut vraiment que je mette la clé. Fait que là, je pourrais faire un petit print de l'âge de Bob. Mais l'âge de Bob qui est 22. Là, on pourrait faire un print pour chacune des valeurs. Donc, âge de Bob, âge de Tom, âge de Joe. Tom ici. Ensuite, je vais mettre Joe et peu importe l'ordre que j'ai mis. Donc, on a 22, 30 et 40. Donc, j'ai imprimé l'âge des 3 personnes qui sont ici. J'ai choisi des noms courts. C'est plus facile à écrire. Donc, ça, c'est les valeurs. J'aurais pu aussi, si je fais un print de âge directement, ça aussi, je pense que ça marche quand même pas si pire que ça. J'aurais eu ici donc mon dictionnaire au complet. Donc ça, c'est un print de l'âge. J'aurais même pu faire un print, donc aller lire les valeurs. Là. En fait, quand on a ce qu'on peut aller chercher, c'est extraire les valeurs et extraire les clés aussi d'un dictionnaire. J'aurais pu faire print de âge.keys directement. Là, il manquait. Non, je pense que j'étais correct avec keys. Je pense que j'aurais dû mettre les doubles guillemets. Là. Non, ça marche quand même pareil. Je pense pas que ça allait marcher. Donc, ouais, je mets les parenthèses. Ouais, ça fait donc les dict keys. Donc, ça. Parfait, ouais, ça fait que donc je vais chercher les clés. Fait que ça me dit que c'est un dict keys et j'ai les valeurs ici. Fait que ça, c'est les clés qui sont là. Ensuite, si je fais la même chose, mais avec les values, donc là, je vais copier ça. Donc là, j'ai juste imprimé les différentes clés. Si je fais les valeurs, donc ces values, ça me met automatiquement. Et je fais Enter, puis il me manque le P à print, ça va mal aller. Et j'exécute les cellules ici. Donc ça me fait dict values, ça me dit les valeurs de mon dictionnaire. Donc j'ai tout ça qui est affiché ici. Puis en fin de compte, j'aurais pu me dire, ben, j'aimerais ça aller chercher la clé en position 0. Là. Fait que, par exemple, si j'essayais de faire, je pogne âge, la clé, et là, je me dis, ça a l'air d'un tableau, tout ça. Fait que, comme ici, ça a l'air d'un tableau, ce que j'ai retourné ici, là, je pourrais me dire, ben, je vais me prendre mes crochets, puis je vais me faire 0, je cherche la première clé, je vais faire un Enter, ça va me faire une erreur directement. Puis ici, c'est un type error, puis ça me dit là, les clés, là, object does not support indexing. Fait que même les clés non plus, ça ne supporte pas l'indexation. Je ne peux pas aller chercher une valeur en particulier. Sauf que il y a moyen d'aller chercher les valeurs en particulier. C'est pas indexable, mais c'est itérable. Itérable, ça veut dire que je vais pouvoir passer avec une boucle for d'élément en élément. Fait que par exemple, si je mets la boucle for, puis là on va revenir sur la boucle for un peu plus tard, là, on va faire une utilisation rapide de la boucle for. Si je fais for, ici, je vais faire key in age.keys. Donc ici, ça c'est ce qui a généré les clés. Tantôt, j'ai généré les clés ici. Comment imprimer là? Donc les clés du dictionnaire. Et on met un 2 points. Donc ici, je vais itérer sur chacune des clés et renvoyer ça dans les clés. Fait que la première fois, premier passage de la boucle, je vais envoyer la clé Bob ici. Deuxième passage de la boucle, la clé Tom ici. Troisième passage de la boucle, la clé Joe ici. Ici, le in, c'est pour dire c'est dans quel élément itérable et dans quel nom de variable que je vais pouvoir utiliser dans ma boucle. Donc, je vais faire un print de key. Je sais que c'est un petit peu bizarre la façon de faire une boucle, là, mais donc j'ai imprimé les 3 clés Bob, Tom et Joe. C'est vraiment, donc ça prend quelque chose d'itérable ici. Donc, les clés sont itérables, j'ai 3 clés. Et à chaque passage de boucle, je passe à travers j'envoie la valeur de la première clé ici au premier passage de la boucle, donc je l'imprime la première clé. Deuxième passage de la boucle, j'envoie la clé Tom ici. Troisième passage de la boucle, la clé Joe ici. C'est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Là. Les boucles finalement en C et en LabVIEW sont très très différentes. Là, ça nous prend vraiment quelque chose qui est itérable ici. Donc il faut s'y habituer, il faut s'y faire, mais ça devient quand même très très vite assez facile. On aurait pu faire aussi même chose, mais avec les valeurs. Je vais juste me copier ça pour éviter d'avoir à tout refaire. Donc,
je remplace mon key ici par value. J'aurais pu garder clé, mais je n'aime pas ça parce que je vais utiliser les values. Donc, ici, donc les valeurs et print value. Donc, on fait la même chose ici. Fait que j'ai imprimé d'abord les clés. Ensuite, j'imprime une boucle avec les valeurs. Et il existe quelque chose qui est très pratique. C'est la fonction item finalement. Parce qu'en fin de compte, item va nous renvoyer donc la clé et la valeur sous la forme de tuple finalement, mais itérable. En fin de compte, ça a l'air bizarre là, comme je vais l'écrire là. Ça va être très clair qu'on va le faire. Donc si je fais for, et là je vais dire j'aimerais savoir la clé et la valeur sur une boucle, je vais faire un key. Je vais mettre ici value, val pour la valeur, ou je pense que je vais mettre juste value, et je pense pas un mot réservé. Donc in, et là en fin de compte j'ai age.item, donc items, et ici c'est une fonction, donc je mets les parenthèses, mon 2 points. Fait qu'ici ça va me faire donc sortir les items, ça va me sortir des tuples finalement, donc en fin de compte, ici je vais avoir les tuples, donc tuple, je vais avoir un ensemble de deux valeurs, donc la clé et la valeur. Fait qu'à chaque passage de la boucle, je vais envoyer la clé dans la clé et la valeur de valeur. Fait que donc je vais envoyer Bob, pour le passage de la boucle, je vais envoyer Bob dans la clé, 22 dans la valeur. Deuxième, je vais envoyer Tom dans la clé, 30 dans la valeur. Fait que donc je vais avoir trois passages de boucle parce que j'ai trois éléments dans mon dictionnaire. Et là, on va pouvoir par exemple imprimer ça quand même assez bien. Fait qu'on pourrait se dire, je sais pas moi, print, en fin de compte, on va faire un f-string ici. Oups, on va ouvrir des guillemets, donc j'ai mis mon petit f ici. Fait que là, je pourrais tout simplement dire mon premier élément, c'est la clé finalement. Oups, je vais mettre des accolades, donc la clé c'est mon nom, fait que ça va écrire Bob finalement. Qui. Donc c'est la clé. Ensuite, on va faire un espace. Je pourrais dire qu'il. Donc, je pourrais dire l'âge de la personne finalement. Là. Donc, A en fin de compte. Et ouvrir encore les crochets. Ça, c'est notre âge finalement. Fait que ça, c'est la valeur, value. Et puis en fin de compte, ici, je pourrais dire en. Donc, on a. Et mettre un petit point ici. Fait qu'en gros, la clé, c'est dans la personne. A, la valeur et le nombre d'années. Fait que si j'exécute ça, ça va me faire des belles petites phrases. Donc, Bob a 22 ans, Tom a 30 ans, Joe a 40 ans. Ça, c'est vraiment assez facile. Là. Vous voyez, comme c'est deux lignes de code, plus mon petit dictionnaire qui est ici. Fait que donc, pour m'écrire donc tout ce texte-là, ça se fait quand même bien. Puis là, je pourrais dire, ouais, ça me prendrait peut-être d'avoir mon texte. Donc, j'ai oublié de, comment dire ça, de mettre la majuscule ici. Là. Fait qu'on pourrait peut-être faire même un capitalize. Je sais pas s'il va me laisser faire un capitalize là-dessus. On va le découvrir assez vite. Oui, il m'a laissé faire un capitalize. Donc j'ai finalement mis en lettres majuscules mon nom parce que je ne tentais pas d'avoir. Je crois que c'était plus beau avec une lettre majuscule. Donc j'ai pris la clé qui est dans la personne. Capitalize, j'ai mis la première lettre dans la lettre majuscule. Et donc j'ai pris mon f-string pour tout faire ça. C'est vraiment. On montre à quel point Python est un langage assez puissant finalement pour faire beaucoup d'opérations. C'est c'est même simple d'utilisation. Il y a quelques petits items, là, mais donc être capable donc d'appliquer les fonctions directement à notre chaîne de caractères, les f-strings. Et donc, c'est pas la book for, on va voir ça plus en détail là, plus tard, là, mais donc bref, les fonctions pour le dictionnaire keys, values et surtout items qui nous permet d'avoir donc et la clé et la valeur et qu'on va pouvoir donc passer, utiliser dans une boucle for pour aller chercher donc l'ensemble des valeurs et clés d'un dictionnaire. Donc c'est pas mal ça pour cette vidéo là. Donc dans la prochaine vidéo on va poursuivre avec tout ce qui est logique booléenne.